Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir Maître Catherine Saint-Geniest. Bonjour Catherine. Bonjour. Bienvenue sur ce podcast. Catherine, vous êtes avocate associée, responsable du département immobilier et co-managing partner chez Janté. Vous êtes également ancienne membre du Conseil de l'Ordre. Je suis absolument ravie de vous recevoir sur ce podcast. Moi aussi, Maya, merci beaucoup. Avec grand plaisir. On va aborder plein de sujets différents. Mais j'ai d'abord une première question pour vous. Qu'est-ce qui vous a donné envie de devenir avocate ? Alors, le chemin a été tout tracé. J'ai essayé d'y échapper. J'ai une famille dans laquelle absolument tout le monde est avocat. Juristes, ceux qui ne sont pas avocats. Donc, je n'ai pas pu m'en sortir. J'ai essayé d'entrer à l'école des chartes. Et franchement, je ne regrette pas le choix que j'ai fait. Donc, j'ai la chance de faire un métier formidable, concret, à l'écoute des gens. Voilà, je pense que je ne pouvais pas y échapper. Oui, effectivement. Et vous avez d'autres avocats dans votre famille ou peut-être dans vos enfants? Oui, mon frère, ma sœur sont avocats, ma fille est avocate. Et heureusement, d'autres font d'autres professions. Pour la génération qui a suivi, ils ont eu un peu plus d'imagination que nous. Et est-ce que vous pouvez nous raconter vos débuts, justement, dans l'avocature, peut-être globalement, les études que vous avez fait, le choix de cette spécialité, et puis jusqu'à votre première collaboration? Avec grand plaisir. Donc, je suis toulousaine. Et donc, je fais mes études de droit à Toulouse. Et j'avais une envie de découvrir la capitale comme en ont les jeunes provinciaux, surtout il y a presque 50 ans maintenant. Et donc, je suis venue à Paris. Je me suis mariée très jeune et j'ai fait l'EFB. C'était la 2e ou la 3e année de cette école à Paris. Donc, c'était tout nouveau. C'était tout merveilleux dans un hôtel particulier, luxueux, à côté des Invalides. Et donc, pour moi, traverser la Seine tous les matins, c'était un éblouissement, cette vie parisienne. Je trouvais tout formidable. Rien n'était prévu à l'avance. On était à la fois anonyme et on pouvait avoir absolument toutes les ambitions. Donc j'ai adoré. J'ai fait mon stage d'avocat de l'EFB chez Jean Castelin. Donc là aussi, j'ai trouvé que c'était extraordinairement plus intéressant que la fac, d'être confronté à des cas concrets, de rencontrer les clients, d'aller voir les magistrats. Je trouvais que c'était incroyablement vivant et passionnant. Mm-hmm. Ensuite, je me suis dit que je voyais les cabinets d'affaires dans les dossiers qui étaient nos contradicteurs et je trouvais que ces groupes qui étaient en train de se monter de plus en plus importants, c'était formidable parce que ça donnait toutes les capacités possibles avec tous les domaines du droit. Il faut voir qu'à l'époque, c'était vraiment le début. Il n'y avait pas encore les conseils juridiques. Donc, 10 personnes, c'était déjà un gros cabinet. Donc, j'ai fait une liste de cabinets d'avocats et Rambaud-Martel était le premier. Et Rambaud-Martel, c'était à l'époque dans les vraiment 5 cabinets les plus gros en termes de nombre et les plus prestigieux, avec à la tête Jean-François Rambaud et Jean-Pierre Martel. Et donc, j'ai passé un coup de fil à Jean-François Rambaud. Jean-Pierre Martel m'a reçu et voilà, un mois après, j'arrivais voilà, toute fraîche. Et là, j'ai découvert ce que c'était le véritable esprit d'équipe. On avait l'habitude chez Rambaud-Martel de dire ce cabinet a une âme. C'était juste l'affectio societatis, c'est juste l'essentiel. Et depuis, pendant toute ma carrière, je me suis dit, vraiment, ce que j'aime, c'est travailler en équipe, travailler avec un grand nombre, pouvoir confronter les idées avec d'autres matières, d'autres générations. Et donc, je me suis toujours attachée à rester dans ce type de cabinet. Et à l'issue, du coup, de votre... Donc, si vous êtes arrivé en collaboration dans le cabinet Rambaud-Martel, est-ce que vous avez fait là-bas votre première association? Comment s'est passé le passage de collaboratrice à associée? Et puis,
peut-être quels ont été justement les grands changements qui ont été initiés par cette modification? Alors, c'était un cabinet très, très dynamique, très, très à la pointe des nouveaux outils. Je vais raconter une anecdote qui donne mon âge, mais après tout, je l'ai. Quand je suis arrivée chez Rambaud Martel, dans la bibliothèque, il y avait une espèce de machine sur un coin de table. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? Et alors, on m'a dit, mais ça s'appelle un fax. Ça ne sert à rien. C'est Jean-François Rambaud qui a voulu qu'on l'achète, mais comme personne d'autre n'en a, on ne peut pas s'en servir. Et puis, évidemment, ça s'est mis à fonctionner. Il y a eu la grève des postes. Et tout d'un coup, le fax s'est mis à cracher des tas de papier. Et c'était formidable. Voilà. Et donc, c'était toujours à la pointe du progrès. Il fallait qu'on ait l'innovation nécessaire. Et c'était aussi un cabinet qui ne faisait pas la différence entre les hommes et les femmes. Et un jour de fin 1989, Jean-Pierre Martel m'a invité à déjeuner et il m'a dit, écoute, voilà, je pense que tu vas devenir associée, est-ce que tu es contente? Et j'étais tellement sidérée, en fait. Vous y attendiez pas? Je m'attendais tellement pas que je suis restée totalement couate et il m'a fallu quelques minutes avant de lui dire que c'était formidable, que j'étais ravie, que c'était une confiance incroyable qu'on me faisait même pas à 30 ans. J'allais vous demander, ça faisait combien de temps que vous étiez dans le cabinet? Je suis arrivée, ça faisait 4 ans que j'étais dans le cabinet. C'est rapide. Et j'avais 29 ans. Donc, c'est jeune pour voilà. Donc c'est super. C'était absolument une marque de confiance dont je suis toujours reconnaissante au cabinet. Et j'avais pas de clientèle véritablement développée. Quand je vois ce qu'on demande aujourd'hui aux jeunes associés, voilà, j'en étais pas du tout là. Mais c'était aussi un cabinet dans lequel il fallait travailler, il fallait être entrepreneur, oui, mais on était une équipe. C'est-à-dire que pendant très longtemps, il y avait un seul chiffre d'affaires qui était celui du cabinet. Et on ne distinguait pas, on ne savait pas qui apportait quel dossier, quel était le chiffre de chacun. Ce qui importait, c'était le chiffre unique du cabinet. Oui, ça apprend vraiment à travailler en équipe. Ça apprend à travailler en équipe. Mais un jour... ce chiffre est sorti. Jean-Pierre Martel, dans une réunion, a sorti les colonnes avec ces chiffres d'affaires. Et je me suis rendu compte que je travaillais beaucoup, mais que je travaillais beaucoup pour les dossiers des autres. Et je me suis sentie vraiment... je me suis dit, mais ce cabinet me porte et moi, je ne lui apporte pas assez. Et donc, à partir de ce moment-là, je me suis attachée à avoir une autonomie de chiffre d'affaires voilà, en développement constant. Et ça a été aussi une leçon pour moi de découvrir qu'il y avait cet aspect qui était juste fondamental dans le rôle d'associé. Tout à fait. Ben, j'ai lu un article de vous, justement, il y a marqué « L'avocat est un chef d'entreprise ». Donc, c'est aussi cette volonté de développer et de participer à la croissance du cabinet. Ça, c'est essentiel. C'est ce que je dis aussi aux jeunes collaborateurs. Je leur dis, si vous êtes un bon technicien, on peut mettre un autre bon technicien à votre place le lendemain. En revanche, si vous êtes un entrepreneur, tout ce que vous allez créer comme relationnel avec vos clients et avec votre équipe, en fait, c'est ça qui compte. Et c'est ça votre valeur. En fait, c'est que l'humain. Donc ça, c'est évidemment le caractère entrepreneurial, c'est fondamental. Sinon, on peut faire plein d'autres projets dans lesquels on fait du droit et qui sont formidables, mais ça s'appelle un juriste d'entreprise, ça s'appelle, voilà, c'est autre chose. Et donc, dans un cabinet d'affaires, chacun est entrepreneur, chacun est un centre de profit et qui doit s'intégrer dans la vision du cabinet. Tout à fait. Et comment est-ce que vous avez fait au début, ça peut paraître un petit peu bête comme question, mais comment est-ce que vous avez fait pour développer justement, vous me disiez passer plus de temps à aider sur les dossiers des autres, quels ont été vos premiers pas dans cet entrepreneuriat? Alors, je me suis dit, je ne suis pas quelqu'un qui est très habitué des cocktails, je ne joue pas au golf, mais je me suis dit, il ne faut rien laisser passer. Voilà, on lâche rien et toute occasion est bonne à prendre. Toute façon de se faire connaître, de communiquer, il doit y avoir une partie de l'emploi du temps qui y est consacrée. Et c'est ce que j'entends aussi souvent dans les équipes. J'y arrive pas, j'ai pas le temps, on peut pas.
Bien sûr, on n'a pas le temps, c'est évident. Il n'y a que 24 heures dans une journée. J'ai eu 3 enfants, j'ai des petits-enfants. Donc, évidemment qu'on n'a pas le temps. Voilà. Mais c'est une question d'organisation des priorités. Donc, dans les priorités, dans l'emploi du temps, il doit y avoir un temps qui est impérativement réservé à cette partie et il faut faire un point systématiquement. Et quand on a la chance d'avoir une porte qui s'ouvre, il faut la prendre. Et c'est impardonnable de ne pas l'ouvrir. Voilà. Et quoi que ce soit, même si on a l'impression que c'est du temps perdu, oui, on le sait, parce que pour attraper un client nouveau, bien, il va falloir en contacter 100, il va falloir faire 20 démarches. Voilà. Tout à fait. Ça, c'est essentiel. Il y a tous les enjeux de fidélisation aussi qui sont importants, parce qu'aller chercher de nouveaux clients, c'est bien, mais apprendre à fidéliser. La dernière fois, dans un de mes épisodes de podcast, j'avais un de vos confrères qui me disait c'est important d'être curieux aussi envers ses clients, d'être vraiment... C'est un métier qui est technique, mais qui est aussi avant tout très, très humain. Et c'est important d'avoir ces qualités de fidélisation et d'avoir un très bon relationnel avec ses clients. Ça peut paraître évident, mais alors, oui, c'est évident que même avec une entreprise, on tisse des liens humains. Et ce qui est important, c'est de s'inscrire dans la durée. Et de s'intéresser à ce que le client va nous apporter. Ce qui est fantastique dans notre métier par rapport à travailler en entreprise, c'est que nous, on va connaître tous les métiers de nos clients. Et ça, c'est formidable. Oui. On va être un jour, moi je me souviens avoir été dans de la grosse industrie, dans l'industrie sucrière par exemple, dans les usines, dans des aspects artistiques. Voilà. Et donc tout ça, c'est formidable, c'est extrêmement intéressant. On découvre des tas de monde, la grande entreprise, la PME. C'est absolument passionnant. Et dans notre métier, on a cette chance-là. Donc, si on s'y intéresse, forcément, on va apprendre beaucoup. Nous devons apprendre le métier de nos clients pour comprendre ce qu'ils veulent, ce dont ils ont besoin, là où ils veulent aller. Alors, évidemment, si on veut juste faire du droit, en fait, nos clients, ça ne les intéresse pas de faire du droit. Faire l'arrêt de la Cour de cassation qui va être commenté par tout le monde, c'est inintéressant. Donc, ce qu'ils veulent, c'est un résultat concret et quelque chose qui soit dans la durée. C'est une relation de confiance. Et c'est vrai que la grosse satisfaction pour un avocat, je trouve, c'est d'être parfois dans une entreprise celui qui reste, qui a l'historique du cabinet, qui sait, parce que les gens ont changé dans l'entreprise. Et nous, on connaît parfois mieux l'entreprise que nos clients eux-mêmes qui viennent d'arriver. Tout à fait. Je pense qu'il y a aussi l'aspect pédagogique qu'on doit avoir avec les clients, savoir... leur parler d'une façon dont ils vont comprendre le droit, alors que vous l'apprenez de façon très technique. Et je trouve que ça peut faire aussi la différence entre des bons avocats. C'est vrai. Il faut s'adapter. Et évidemment, on ne va pas avoir le même discours, mais ce n'est même pas une question de discours. On ne va pas mener de la même façon le dossier pour un particulier qui peut avoir un gros dossier et pour un directeur juridique ou un chef d'entreprise qui connaît bien. On va pouvoir, par exemple, ce dernier-là, lui faire prendre des risques en lui expliquant ce qu'on ne va pas faire avec un particulier où lui, voilà, il veut pas prendre de risques, il veut quelque chose qui soit vraiment le plus confortable possible, avec une ligne qui soit tracée, et on y va, et on sort pas du chemin. Oui, bien sûr, et c'est vrai qu'on n'a pas du tout cette formation-là. Cette formation psychologique, cette formation d'adaptabilité à l'autre. Et donc ça, c'est quelque chose, maintenant, il y a des coachings, il y a des formations, et donc ça, je pense que ça fait avancer beaucoup plus vite, parce que nous, on s'est formés absolument sur le tas, en se disant, voilà, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, voilà, le client qui préfère s'épancher autour d'un bon déjeuner, et puis celui qui, au contraire, va apprécier les écritures, l'argument de droit. Voilà. Mais ça a très bien fonctionné pour vous, en tout cas, d'être autodidacte aussi. Alors, oui et non. J'ai fait beaucoup d'erreurs, notamment avec mes équipes, avec une façon parfois dirigiste, mais toujours avec du respect et en essayant d'expliquer pourquoi je faisais comme ça, et en reconnaissant parfois que je pouvais m'être trompée ou avoir un mot qui n'était pas
le bon, ou qui avaient pu être mal perçus, voilà. Et en essayant d'avoir une relation au maximum d'égal à égal avec mes équipes. Moi, c'est vraiment ce que j'aime, travailler en équipe. Mais comme je suis très directe, parfois, c'est pas le mode de fonctionnement de tout le monde. Bien sûr, c'est ça qui peut être délicat. Et donc là, il faut expliquer qu'on n'est pas tous pareils, et pourquoi on a fait comme ça. Et donc ça, je pense qu'à partir du moment où on a cette attention-là, je pense que chacun peut l'entendre et peut le comprendre et donc travailler ensemble. Mais c'est en faisant des erreurs aussi qu'on progresse, de toute façon. Oui, alors surtout sur le management, pas des grosses erreurs, mais globalement, c'est un alors tout le monde en fait des erreurs, ça c'est sûr. Et moi, j'essaye d'avoir beaucoup d'indulgence pour les erreurs qui sont faites. D'abord parce qu'elles sont de ma responsabilité aussi. Quand il y a une erreur qui est faite, c'est sûrement que j'étais pas là au moment où il fallait pour vérifier, pour double-checker, enfin voilà. Et puis, qui peut dire qu'il n'a pas fait d'erreur voilà, tout le monde a fait des erreurs. Nous, les avocats, on a des délais. Qui n'a pas explosé un délai? Évidemment, tout le monde, ou oublié un mail. Enfin, voilà, ça arrive à tout le monde. Mais c'est aussi l'intérêt de travailler en équipe, c'est qu'on est plusieurs, on croise les informations, et puis quand on est face à un problème, on essaye de le régler ensemble, voilà, sans se taper dessus, mais pour trouver une solution. Les avocats savent bien qu'ils font plein d'erreurs et que, heureusement, elles sont souvent sans conséquence. Oui, c'est bien vrai. Non, j'aime beaucoup aborder tous ces sujets de management, de transmission, même. Bon, on en reparlera un petit peu après. Est-ce qu'on peut revenir, du coup, donc vous êtes associé chez le cabinet Rambo-Martel. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite pour que vous arriviez en tant que co-managing partner chez Janté? Alors, Rambo-Martel, ça a été un cabinet qui a vécu dans les années formidables, tout ça jusqu'en 2005. Après le départ de Jean-François Rambaud, on peut dire qu'on a eu une sorte de crise d'enfant gâté, en quelque sorte, interne. Et à ce moment-là, certains ont voulu partir vers d'autres horizons. À l'époque, moi, je considérais, on était tellement attachés à ce cabinet que je considérais que c'était une trahison de quitter le cabinet. J'étais sidérée qu'on puisse partir de cette tellement équipe. Il faisait bon vivre. Voilà, qu'on avait construite ensemble. Je ne sais pas s'il faisait bon vivre parce qu'on travaillait beaucoup, mais voilà, on était extrêmement soudés. Voilà. Et donc, à ce moment-là, j'ai été effectivement frappée de voir qu'il y avait des pans entiers du cabinet qui étaient en train de se défaire. Et ceux qui restaient avec Jean-Pierre Martel, le choix, c'était de rejoindre Auric, donc cabinet américain de San Francisco. Donc, j'ai beaucoup hésité, puisque j'avais des amis qui partaient ailleurs. Et je suis restée dans cette équipe Auric. Et là, ça a été vraiment le bon choix pour moi, puisque venant de ma province natale, j'avais pas un profil très international, c'est clair. Et donc, en fait, sans changer de cabinet, j'étais intégrée à un cabinet américain. Pas dans les plus durs, il faut le dire. Ça doit être génial comme expérience. Et rejoint par l'équipe Auric qui existait à l'époque. Et donc, j'ai appris tout un monde de cabinets anglo-saxons dont j'étais extrêmement éloignée. Bien sûr, on travaillait pour des cabinets, des clients étrangers, mais faire partie de cette équipe monde, ça m'a appris beaucoup. J'avais une activité très contentieuse. Ça m'a beaucoup ouvert vers le conseil, vers les opérations immobilières, vers le corporate immobilier. Donc ça a été vraiment un grand pas en avant pour moi et très facilement. Voilà, ça vous sert encore j'arrivais avec mon équipe. Ça me sert énormément puisque, on va y revenir, j'ai rejoint maintenant un cabinet français qui était plutôt dans la mouvance de ce qu'était Rambo-Martel avec l'évolution du temps évidemment. Mais j'ai énormément appris, j'ai des réflexes, des mécanismes d'organisation.
dont je me sers encore aujourd'hui. Ce qu'on a voulu construire chez Janté, c'était une philosophie aussi d'un cabinet qui a une âme, un cabinet d'entrepreneurs dans lequel on a une grande liberté, notamment d'entreprendre, de travailler, mais avec quelques règles. Donc, on a pris les règles des anglo-saxons parce que quand on est un grand groupe, il faut quand même avoir quelques guidelines pour que chacun aille dans le même sens. Donc Auric a été vraiment une formidable aventure. Et puis en 2005, il y a eu un changement de gouvernance chez Auric. L'orientation du cabinet a été extrêmement modifiée. Et je me sentais plus assez libre de mes mouvements dans ce cabinet. Donc j'ai cherché, ça a été compliqué pour moi puisque c'était quasiment la première fois que j'allais devoir me vendre et vendre mon équipe ailleurs. Oui, puis vous étiez très attachée aussi. Une démarche que j'avais jamais faite. Et donc j'ai cherché quel type de cabinet allait me convenir. Et j'ai cherché plutôt un cabinet français de taille importante avec une bonne renommée et aussi plutôt un cabinet qui avait déjà passé l'étape des fondateurs. Parce que c'est un des problèmes des cabinets français, c'est que souvent ils explosent avec leurs fondateurs, ils ont une longévité qui n'est pas très importante, et l'opportunité de rejoindre Janté, alors là, ça remplissait toutes les cases, puisque dans mon activité de droit immobilier, il n'y avait personne. Donc, c'était une activité à monter. Très bonne opportunité. Un cabinet entrepreneurial, un cabinet qui avait déjà passé 2 ou 3 générations, avec une grande liberté, avec une marque très connue. Tous mes clients ont été extrêmement rassurés quand j'ai annoncé Janté. Ça leur a posé absolument aucun problème. Et donc, ça a été une arrivée assez facile chez Janté. Et je sais, parce qu'on en a parlé un petit peu avant ce podcast, mais qu'est-ce que vous avez apporté justement en arrivant chez Janté et jusqu'à avoir ce rôle de co-managing partner? Je sais que vous m'aviez dit que vous avez amené pas mal de modifications au sein du cabinet. Est-ce que vous pouvez nous expliquer tout ce que vous avez ramené aussi peut-être de par votre expérience chez Auric? Alors quand on arrive dans un groupe, je trouve que le plus difficile, c'est de comprendre les gens, de comprendre ce groupe, sa dynamique, ses forces, ses faiblesses, les gens sur lesquels on peut s'appuyer. Voilà, ça, je pense que c'est très important. Et c'est pour ça que je me suis attachée aussi à ne pas trop souvent changer de structure. J'ai très peu changé finalement, parce que c'est une grosse énergie qu'on doit consacrer à cette étude et à cette adaptation quand on arrive dans un groupe. Et à cette époque-là, Janté avait beaucoup grossi, donc avait accueilli beaucoup de latéraux comme moi. Et on a trouvé une structure vraiment pleine de promesses. Un peu endormi, et nous avons pensé que ce potentiel-là, on allait pouvoir le développer. Donc avec les associés historiques, on a beaucoup discuté puisqu'il y avait des appétences évidemment aussi des historiques, pour refonder la gouvernance, modifier les statuts, et on a trouvé une adhésion quasi complète à ces réformes. Et donc, nous avons mis en place 2 organes de gouvernance avec le COMEX, qui est un organe bicéphale, et un conseil des associés qui est plus chargé des relations avec les associés, de la rémunération, et d'arrêter la stratégie du cabinet en lien avec le COMEX qui fait le management avec un day-to-day, une gestion vraiment au quotidien. Donc, ces premiers statuts ont amené des élections pour la première fois et de façon vraiment rare dans un cabinet français. Des élections à bulletin secret, un homme, une voix, un homme ou une femme, une voix. Et c'est dans ce cadre-là que nous avons été élus, Carleb de Sèvlinges et moi-même, le premier COMEX après ce changement de statut. Et quels sont les enjeux, du coup, un peu stratégiques que vous avez à gérer en tant que co-managing partner? Alors, il y a des enjeux purement matériels et puis il y a des enjeux plus stratégiques. Donc, ce qu'il faut qu'on offre
à nos associés. C'est une structure d'exercice qui leur permette de se développer complètement. Donc, il leur faut un socle, des locaux qui soient agréables, un support IT, une équipe com. Enfin, voilà, tout ça, il faut que ça existe. C'est la base. Il faut qu'ils soient soutenus, qu'ils soient bien, que tout le monde soit content de venir travailler le matin. Et puis ensuite, tout ça, toute cette équipe, il faut l'emmener dans une direction précise. Donc, ce sont ces buts qui ont été... donc, c'est plutôt le matériel qui a été traité pendant le premier mandat. Et puis, ensuite, la ligne a été de monter en gamme à tous les niveaux, c'est-à-dire de monter en gamme en termes de nombre, puisque aujourd'hui, ce qui était un grand cabinet avant à 100 personnes, maintenant c'est plutôt 200. Oui. Donc c'est beaucoup de passer de 100 à 200. Ça fait de gros changements en termes de process, d'organisation. Matériellement, et puis en termes d'esprit d'équipe aussi, c'est pas du tout la même chose. Donc monter en nombre, fidéliser les équipes, c'est toujours un problème dans les cabinets d'avocats, le turnover des collaborateurs. Celui des associés, il est majeur. Tout le monde perd beaucoup à avoir un associé qui quitte ou quelqu'un qui s'agrège mal. C'est toujours une grosse perte de valeur. Et monter en gamme de dossiers et monter en gamme de clients. Donc ça a été pour nous la ligne, une fois que vraiment toutes les compétences, et que toutes les compétences soient non seulement remplies par une équipe, mais qu'on ait également au moins 2 associés dans chaque matière. Et vous avez été élu, c'est votre troisième mandat? C'est mon 3e mandat. Là, je suis à la fin de la première année du 3e mandat. Voilà. Il n'y en aura pas d'autres. Ah oui, c'est 3 ans Alors, maximum. de toute façon, c'est comme ça. Je trouve que les 9 ans, c'est un bail. Donc, en immobilier, ça veut dire quelque chose. Et donc, ensuite, il faut passer la main. C'est normal. Et rapidement, avant qu'on termine ce podcast, je sais que vous êtes ancienne membre du Conseil de l'Ordre. Qu'est-ce que ça vous a apporté dans votre pratique quotidienne de faire partie du Conseil de l'Ordre? Alors, ça m'a apporté énormément. Jean Castelin, qui était à l'époque bâtonnier, m'a demandé de venir le rejoindre. C'est une expérience d'abord de se faire élire. C'est pas courant pour un avocat de se présenter à ses pairs. C'est extrêmement instructif en termes d'études du marché, de la place de Paris, du barreau de Paris. Encore une autre équipe avec laquelle on travaille, constituée d'avocats et des salariés de l'ordre. Une relation avec les confrères qui est complètement différente. Là, on n'est plus les uns en face des autres. On est ensemble vers un autre but. Et puis, être investi d'une mission, être investi d'un mandat, c'est aussi, là encore, un grand lien de confiance avec ceux qui vous ont élus. Et se dire que de façon totalement désintéressée, eh bien, on va essayer de remplir une mission et de faire bénéficier de notre travail nos pairs. Et ça, c'est quelque chose de vraiment formidable. Et surtout, les confrères vous en sont très reconnaissants. Et c'est vraiment une expérience qui n'a pas été pour moi, qui est lourde en termes de temps et d'énergie consacrée à ça, mais personnellement, ça m'a vraiment énormément apporté. Et il se trouve que souvent, vous savez, quand vous avez beaucoup de choses à faire, au contraire, vous êtes plus qualitatif sur l'ensemble des tâches que vous avez prises en main. Et ça a correspondu aussi à une période où je me suis rendue plus visible vis-à-vis de mes clients et où j'ai mieux développer mon chiffre d'affaires. Ça m'a aidé. Je pense que c'est en termes de... C'est pas en termes de visibilité, parce que les clients s'en fichent pas mal qu'on soit membre du Conseil de l'Ordre, mais peut-être de confiance en soi, de stature, d'ouverture d'esprit. Je crois que c'est majeur pour un avocat de pas seulement être dans ses dossiers, de pas pédaler sur la feuille de temps, et au contraire être extrêmement ouvert. Donc ça, c'est une ouverture. Il y en a plein d'autres, mais...
C'était un très beau mot de la fin. Je pense que être ouvert justement à ce qui nous entoure, c'est vraiment quelque chose qui caractérise certainement cet esprit entrepreneurial aussi, ne pas juste être focalisé sur l'aspect technique. En tout cas, Catherine, je vous remercie pour votre passage sur ce podcast. C'était un très bel échange. Avec grand plaisir. Et je vous dis à bientôt peut-être et puis plein de bonnes choses. Merci.